Alex et Valcourt vous présente le petit paquet. Bienvenue à l'émission de cette semaine. Côté Poulain-Morneau, avec vous pour la 103e fois. 103e fois. 103, 104, hey, ça va-tu vite quand on s'amuse? C'est pas beau, On les était vies. dit, on était dit. Bourras qui faisait pas ça, lui. Bourras qui ne nous faisait pas d'attitude, Non, effectivement. faisait pas honte non plus. Parce que là, ça, vous le savez pas, là, mais hors d'onde, là, Mathieu, là, c'est rendu, là, c'est des crises de vedettes. C'est le. Je veux mon café, je veux mon bol de Smarties, mais juste des rouges puis des bruns. Des bruns, surtout. Il sait pas pourquoi ils sont bruns, ces Smarties-là, mais nous autres, on le sait. Pourquoi t'es allé là? Là, Je suis en forme. T'écoutes trop de WWE, clairement, Ouais, parce que ça baisse ton niveau Vince McMahon pollue mes idées de gag. D'ailleurs, cette semaine, on va se permettre de partir justement ailleurs qu'à la WWE parce que, le produit n'est pas particulièrement excitant ces temps-ci, puis qu'il se passe d'autres affaires intéressantes desquelles on veut discuter. Tout d'abord, il faut jeter un coup d'œil du côté de nos amis de la All Elite Wrestling. gros mois pour eux. Gros mois pour eux. Double or Nothing s'en vient le 25 mai. Puis là, dans une carte qui n'avait pas besoin nécessairement de continuer d'être améliorée, parce qu'on a déjà Kenny Omega, Chris Jericho qui s'affrontent. Les Young Bucks affrontent les Lucha Bros pour les titres de AAA Tag Team. T'as Hangman Page puis notre ami Pac qui... Pac en chess découpé comme c'est pas possible. Quand même, hein. Il a l'air de Ed dans Game of Thrones version c'est stéroïdes. C'est ça. Mais ce que je veux qu'on parle, c'est que là, à un mois de l'événement, on nous annonce que c'est Dustin Rhodes qui va affronter Cody, donc son frère. On se dit, bon, OK, c'est beau, là, c'est un fight de milieu de carte, puis, tu sais, avec pas tant de temps que ça à builder puis à préparer. Sauf que là, on fait, dans la série Double or Nothing sur YouTube, on continue de faire des vidéos pour hyper tout ça. Dustin en fait une très intéressante, très personnelle, où il explique que c'est pas la fin pour lui, peut-être, puis qu'il respecte son frère, mais qu'au final, il faut qu'il donne un peu une leçon. C'est très crédible. Très crédible, exactement. Puis là, Cody qui répond avec une promo seule dans le noir à tout casser, là, parce que là, il dit c'est pas juste frère contre frère, c'est génération contre génération. Écoute, c'est la promo de l'année. Je pense que oui. On est au mois d'avril, il n'y aura pas une promo meilleure que ça. Le seul défaut là, qu'on pourrait dire avec le recul, c'est que c'était pas live devant un auditoire. Puis c'est pas un défaut. C'est juste que c'est une vidéo, là, mais tu sais, d'habitude, les promos de l'année, on est comme c'est dans le ring et tout ça et tout ça. Mais Cody là, vient de prendre une histoire qui était comme abandonnée, c'était un rejet de WWE, comme une nostalgie, whatever. Puis en 4 minutes sur YouTube, il a transformé ça en « Je veux absolument voir ça le samedi soir 25 mai quand ça se déroule ». Pas tant pour le combat, juste parce que tu viens d'aller me chercher, là, tu m'as hameçonné, puis tu m'as ramené dans le même coup. Puis Cody, là, il a tiré sur tout le monde. Je veux pas tuer mon frère, je veux tuer... L'attitude era. Puis Goldust demeure un représentant, un des rares représentants encore actifs. Exactement. De ça. Puis là, tu sais, avec 3 grandes lignes, est-ce que le pissant bodybuilder, comme à la Triple H, qui fait juste des matchs DQ, est-ce que c'est mieux qu'un Kenny Okada? Après ça, il dit, est-ce que les bras and panties, c'est mieux que ce que les femmes ont fait le 1er septembre passé à All In? Puis il termine avec le gros coup. Il dit même Dwayne, qui était aussi électrique qu'il puisse l'être, est-ce que c'est mieux que ce que Punk a fait assis sur la rampe? Avec ce qu'on disait de la semaine passée, est-ce qu'on travaille sur le retour de Punk? Le fait qu'il name drop donc ce lutteur-là dans sa promo, quand même, là, ça c'est ce qui m'a le plus saisi. Puis là, c'est brillant parce que même si Punk leur a dit non puis qu'il n'y a aucun de jouer là-dessus sur nos attentes à voir Punk, c'est intéressant. Puis il joue aussi sur les cordes on va aller chercher les amateurs qui étaient frustrés de la WWE dans le temps de Punk. Ils sont encore là, ces amateurs de lutte-là. Fait que la position d'All Elite est de plus en plus claire. On est en opposition directe. Pas juste à... On a une compétition à Vince McMahon pour aller chercher des parts de marché, mais à la façon de faire, la façon de raconter les histoires, la façon de parler à l'auditoire, les alignements bons, mauvais, parce que Cody est comme... Il va s'ajuster selon l'adversaire. Puis toute cette promo-là, tu sais, la réflexion est légitime. Est-ce qu'on surévalue The Rock parce que
on a tripé dessus, mais c'était surtout des catchphrases de Rock. Alors que là, on est dans Puis un charisme. Un charisme indéniable. C'est la plus grosse vedette à Hollywood présentement. Le gars a le hit factor. Deuxième plus grosse vedette à Hollywood, Ryan Reynolds. Dans un film de Michael Bay. Dans un film de Michael Bay, fait 27 millions cette année. C'est le seul à être en avant de Dwayne. Go Canada. L'année prochaine, ça va être nous autres. Ah, ben ouais, moi, mon film s'en vient. Là, avec Denis Côté, je vais commencer low profile. Je vais être déprimé dans le bois, puis après ça, je vais exploser à Hollywood. On vous annonce qu'on est en production sur Chachou, Ma Vie, My Life. Oh, ça va être bon, ça. Wow. J'espère que je joue mon propre rôle. C'est la suite de Louis XIX. Je te casterai à ma place, en fait. Ah, ce serait bon, ça. Puis toi, tu vas te caster dans mon rôle. Hey, le monde ne comprendra plus rien. Ah, ça va être intéressant. Ça va être puis moi, je vais prendre Régent Tremblay. Là. Toi, on va prendre n'importe quel petit... important dans ma vie. Pour toi, pour te jouer, Stéphane, n'importe quel petit gros barbu qu'on va trouver au coin de la rue, là, ça va faire. J'allais dire, je vais jouer Hubert Aquin, mais c'est correct. Ça marcherait. Moi, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit. Parce que tu as dit deux portions intéressantes qui, je pense, doivent être mixées. Tu as dit, est-ce que la promo est bonne, mais elle aurait dû être... ça aurait été plus... ça aurait eu plus d'impact si ça avait été devant des gens. Mais aussi, on parle d'essayer de changer la manière de faire les choses. Puis moi, je trouve que ça s'en va là, justement. Est-ce que c'est nécessaire? Quand tu vas voir le show, bon, quand AEW va avoir un show de TV, évidemment, ça va être différent. Mais là, pour l'instant... c'est la beauté du juste le pay-per-view avec les chaînes YouTube parce que le 25 mai, à Double or Nothing, ça va être de la lutte. Tu vas regarder un show de lutte, un entertainer du début à la fin, il va y avoir des combats. Tu n'auras pas de grandes promos de 18 minutes dans le ring parce que on les a eus en vidéo, shootés de manière professionnelle, intéressante très visuellement. Sobre aussi, qui donne toute la place surtout aux propos. Celle de Cody, effectivement. Alors que WWE est reconnu généralement, oui, pour la qualité de ses vidéos package, mais c'est des vidéos package qui sont comme... Ils t'en mettent tellement plein la vue que tu finis par un peu perdre le propos à travers ça. C'est ça, mais All Elite font aussi du broche à foin, ce qui aide beaucoup le produit. Celle de Cody était léchée puis travaillée, mais quand tu suis Being the Elite, c'est les gars avec leur téléphone. Puis mais ça aussi, ça ajoute à obscurcir la ligne entre le vrai et le faux. Puis ils pigent aussi dans la cour de la New Japan Pro Wrestling que c'est ça la formule. Oui, il y a de la télé hebdomadaire au Japon, mais c'est pas pour raconter des histoires, c'est juste pour... On avait un gala, mettons, à Osaka devant 800 personnes, on l'a filmé, on va vous présenter les meilleurs combats. Puis t'arrives au pay-per-view, puis les histoires se racontent avec un chapitre aux 2 mois, mettons. Contrairement au chapitre hebdomadaire. Puis là, All Elite, c'est exactement ça. Là, on a eu le premier All-In en septembre. On arrive en mai, ça fait quoi, 8-9 mois. Donc, t'as l'attente qui s'est créée. Le gala se vend tout seul. J'ai hâte de voir comment ils vont réagir quand là, il va y avoir une fréquence, par exemple. Parce que ça va devoir changer. C'est une fois que tu as un show TV. Ici, aux États-Unis, en Amérique, en 2019, tu peux pas... le produit TV d'All Elite pourrait pas être juste comme v'là des combats dans le show. Là. Non, il va falloir qu'ils s'ajustent, peut-être en faire moins longtemps, mais à date, ils sont capables de mettre le doigt sur les histoires qui nous intéressent parce qu'ils sont un peu comiques, parce qu'ils sont un peu sérieux. Ils vont dans plein de directions. Je ne sais pas à quel point c'est viable, par contre. Moi, j'ai l'impression que c'est viable. En fait, je pense que si on se fait du moins à ces promos-là de Cody puis de Dustin Rhodes, j'avoue, moi, je suis pas d'une façon très assidue, toute Being the Elite sur YouTube et tout. Mais j'ai l'impression que la façon selon laquelle ils vont se distinguer de la WWE, c'est dans un produit qui est justement, comme je le disais tantôt, plus crédible, plus réaliste. La WWE, on est dans le cartoon. C'est des personnages qui... on n'a pas l'impression qu'on pourrait croiser ces gens-là dans la rue et qu'on les verrait agir tels qu'ils agissent à la télé. Tandis que quand tu regardes les promos qui sont sortis en début de la semaine, justement, il y a quelque chose de vrai dans ça. C'est toujours une ligne intéressante là, sur laquelle on joue, comme tu le mentionnais, entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Mais je trouve que la ligne qui semble être adoptée par AEW présentement, c'est ce vers quoi on devrait aller. Puis moi, si j'étais un fan de lutte qui envisage pas me désabonner de la WWE, mais arrêter de l'écouter de façon systématique parce que justement, présentement, le produit, on est dans le hangover solide là, après WrestleMania. Je pense que ça m'intéresserait. Autre carte aussi qui vient d'être pitchée au travers de tout ça. L'événement en tant que tel, on va en reparler dans les prochaines semaines là, quand on va être plus près de l'événement. Mais là, l'autre courbe qu'on s'est fait lancer cette semaine, c'est sur Twitter, notre ami John Moxley, Dean Ambrose, qui a publié un
vidéo promo annonçant le retour de Jon Moxley. Moi, j'étais sûr, j'y croyais qu'il prenait sa retraite, qu'il était tanné de la lutte et qu'il arrêtait. J'avais mordu. Clairement non. Puis là, ça amène bien des réflexions parce que c'est une promo. Pour qui ça? Il s'en va où, notre ami John? Parce que là, le niveau de production du vidéo look WWE. Ouais, mais ça je pense que je veux mettre un kibosh tout de suite là-dedans. Jon Moxley a fait des millions de dollars avec la WWE. S'il a décidé de juste se mettre avec un body et de dire je fais un trailer de mon retour qui look bien, il peut mettre un 10 000 dessus. Là, comme le production value, selon moi, n'est pas un critère de décision parce que le gars en a de l'argent. Puis quand tu as de l'argent, tu peux justement, tu te fais des contacts, tu te fais des amis. Hey, un body fait du montage, un autre fait ci, fait ça. Ça parle pas de WWE juste à cause du production value. La preuve, Cody tout seul avec sa promo avait du production value aussi. Puis on sentait que c'était une caméra ou deux, puis une petite régie. Donc ça va. Mais ce qui est pas banal, c'est que là, on tue Dean Ambrose, ça n'existe plus. Dean Ambrose qui est la création de WWE. On retourne à Jon Moxley. Il a vidé son Twitter. Avec les barbelés, on ramène on revient vers exactement ses racines plus hardcore. Puis je pense que l'iconographie de la vidéo est plus intéressante que le production. C'est que là, le chien, sort de prison. Le gros chien qui lui court après. C'est ça. Là, ah oui, j'avais pas remarqué le gros chien. Il y a beaucoup de digs du... OK, il était pas bien, il s'en va, les shackles, les chaînes sont brisées. Tu sais, comme... Ça sonne un « I'm back, bitches », là, mais est-ce que c'est « I'm back » parce que je suis associé à quelqu'un ou c'est « I'm back », je m'en vais faire une tournée puis je vais me booker à plein de places? Il y a beaucoup de gens qui ont pointé qu'à l'intérieur de la promo, il y a comme une affiche avec des dés, un 2 et un 5. Donc 25 peut-être pour c'est à Las Vegas, donc le côté gambling. Même sur le poster de Double or Nothing, il y a 2 dés. Puis il joue avec cette gimmick-là aussi depuis All-In, qui est un terme de poker pour dire qu'on mise tout ce qu'on a. Double or Nothing, c'est qui est tout double. L'aspect gambling est là. Ça se pourrait. Honnêtement, là, son but, c'est de se mettre sur la map. Puis même s'il va pas à All Elite, c'est smart de faire je vais lancer des petites cracks de peut-être que je vais être à Double or Nothing. Puis sinon, il devient le joueur autonome le plus hot sur le marché. Puis là, n'importe qui l'appelle, hey, Joey Janela, je fais un spring break ou whatever, party dans le bout de Los Angeles cet été, viens-tu? Sure. PWG appelle, sure. Il devient le joueur autonome avec le plus d'impact. Puis cette vidéo-là, je pense que c'est pour nous l'annoncer. Là, je suis ça. Puis écoute, il y a quoi? 30, 40 gars de la scène indie qui ont répondu « Let's do it, let's go, go, go ». Je comprends. Tout le monde veut travailler avec... Pour n'importe quel lutteur, c'est intéressant de travailler avec ce gars-là parce que ça attire de l'attention sur eux. Parce que, tu sais, Jon Moxley, on l'a un peu oublié, mais là, il rentre sa scène indépendante dans son prime. Ancien champion du monde WWE. Il y a eu une run de quoi? 6 ans? 5-6 ans avec le Shield. Donc, c'est pas un Tyler Breeze, mettons, qui s'en irait demain matin puis qui a un petit buzz. C'est un gars qui était au cœur de la WWE pendant 5-6 ans. C'est un joueur majeur. Puis là, arrive, puis si lui débarque à All Elite, pour les fans plus jeunes, Jon Moxley, c'est une plus grosse prise que Chris Jericho. Chris Jericho, pour nous autres, c'est plus gros parce qu'on l'a vu dans les 90, 2000. Aussi, mais la fin de run de Jericho, c'était pas autour du championnat du monde, c'était moins majeur, c'était pas avec Roman Reigns, c'était pas avec The Shield. Tandis que là, Moxley, lui, arrive, puis c'est comme... Hey, c'est moi la vedette. Là. Comme, il pourrait rentrer à All Elite demain matin, puis tout péter, puis dire ça va être moi le champion du monde de cette compagnie-là. Puis on ferait pas c'est tiré par les cheveux. Non, il est prêt à commander ce genre d'attention-là. Puis c'est bon pour le milieu, parce que là, ça crée une concurrence, ça crée un buzz. Puis là, lui, c'est comme... Il a toutes les cartes dans son jeu. Là. Il fait ce qu'il veut, littéralement. Là. Il y avait des rumeurs dans les dernières semaines comme quoi, justement, All Elite, il avait fait une grosse offre. Là. On parlait de comme 6-7 millions. Fait que, tu sais, je veux dire, même si moi, je croyais qu'il était juste tanné de se faire mal puis du mode de vie de la lutte, c'était un pensez-y bien quand même. Ouais, puis tu peux être tanné d'être sur la route 250 jours par année, mais... Quand tu te fais offrir le même argent pour, on fait 45 galas, mettons, dans l'année, c'est pas la même game. Pas en tout. Tu parles de la business que justement, que ça peut être bon pour la business. Tant mieux parce que la business en a besoin. On s'entend que depuis longtemps, on a toujours considéré comment va la WWE comme étant
le barème pour savoir comment va la business de la lutte professionnelle. Je pense que c'est de moins en moins le cas parce qu'il y a d'autres joueurs qui se créent de plus en plus. Par chance, parce que si c'est le cas, la lutte, ça va pas bien. Parce qu'à la WWE, là, on est dans une période un peu difficile. C'est le cas, par exemple, à chaque année après WrestleMania. Il faut quand même mettre les choses en perspective. Oui, mais tout en perspective dans le sens que, je veux dire, l'action de la WWE n'a jamais été aussi haute que maintenant. Sauf que là, on vient de faire le quarter review. On a eu des plus grandes pertes que prévu. Puis là, il faut surtout qu'on parle du produit télé parce que les ratings cette semaine ont été, comment on traduit abysmal en français? Au fond de l'abysse. Là, on parle de plus bas résultats ever qui n'étaient pas des shows de fête, là, de Noël ou de journée spéciale. Très on parle d'une troisième heure à Raw en dessous de 2 millions. Puis SmackDown, on parle d'un show qui, dans l'ensemble, est en dessous de 2 millions. Puis ça, aux États-Unis, pour nous autres, ça paraît énorme, là, mais 2 millions sur le marché américain, c'est des peanuts. C'est ça. C'est rien du tout. Ben, moi-même, qui est toujours un fan un peu enthousiaste, je vous écoutais la semaine où j'étais remplacé par Bourras, puis j'étais comme, ils sont donc bien négatifs par rapport à WWE. Pourquoi ils continuent d'écouter ça? Puis là, cette semaine, là, j'avoue, j'écoutais Raw et SmackDown. Raw, je ne l'ai pas fini. Là, après comme 1 heure, je me disais, je suis en train de me faire violence moi-même en écoutant ça. Là, on dirait que dès le début de l'émission, on savait qu'il était pour rien se passer. Puis effectivement, si je me fie au petit résumé que j'ai lu après, j'ai rien manqué. Donc, tu sais, quand des fans vraiment invétérés décident de commencer à prendre des distances par rapport au produit, c'est pas bon. Parce que là, dans le ring, là, les promos, là, on va s'en aller vers Money in the Bank. On va vous parler justement des gens qui ont été annoncés. Puis là, la promo dans le ring avec les 4 représentants de Raw, avec McIntyre, Corbin, Braun puis Ricochet, tout ça était awkward, tout ça était je parle, puis là, faut que tu m'interrompes. Même chose avec les filles aussi. C'était les filles, c'était pire. C'était pire, on s'entend. Fait que c'est dur d'avoir envie de... Surtout que là, tu sais, on a eu la même construction en double à l'intérieur du même show, puis en double à l'autre show pour les combats d'échelle du Money in the Bank. Donc là, c'est comme, wow. Fait que c'est déjà pas super. C'est 4 fois plutôt qu'une. Pour des combats qui n'ont pas besoin tant que ça que tu les ailles. Tu as juste à dire qui est dedans. Puis on va le regarder. Money in the Bank, ça a toujours été une attraction. Donc là, ils se sentent l'obligation de on va faire des équipes, on va faire des three-way, on va faire pour interagir ces gens-là ensemble. Tu sais, t'as pas besoin de nous dire qu'il va y avoir de l'animosité. Le prix suffit. Money in the Bank, fine. Tu sais, continue tes autres histoires en attendant. T'as pas besoin d'avoir d'alignement gentil puis méchant aussi ça. dans ce match-là. Là, on est comme juste sur pause en attendant des combats d'échelle. Mais t'as 3 heures, à remplir. Fait que là, on fait de la promo. C'est ça. Tu sais, c'est le fardeau de la télé. On le dit souvent, faut que tu racontes quelque chose pendant 3 heures. Là, les gens sont visiblement plus là. La business va pas mal parce qu'ils font encore beaucoup d'argent. C'est les kings des réseaux sociaux. Là. La marque WWE sur les médias sociaux est complètement omniprésente comparativement aux autres sports. Ils sont forts en Asie, pas en Asie, ils sont forts au Moyen-Orient, ils sont forts en Europe, ils sont forts en Amérique latine. Ils ont plein de points forts, mais la télé câblée américaine, c'est en train de mourir, puis on connaît comme pas autre chose pour transporter le produit. Fait qu'on a l'impression de regarder un vieux cheval malade qui a de la misère à se revirer dans son enclos, alors que la pelouse est verte l'autre bord de la clôture, puis il pourrait juste aller faire d'autres affaires, mais on est un peu pris là-dedans, là, puis c'est long. Là. Justement, par rapport à ça, on parlait de la menace de All Elite Wrestling tantôt. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, leur contrat télé. Il y a des rumeurs comme quoi il va y en avoir. Cela dit, on dirait que plus... Ces temps-ci, je suis en train de me dire que ça serait peut-être à l'avantage de AEW de pas rechercher à avoir un contrat télé un peu comme celui de la WWE, parce que je pense que les habitudes de consommation de télé sont en train de changer. Ils sont en train de quitter la télé câblée pour se diriger vers Internet. Et ça devient, je pense, un handicap pour la WWE parce que on voit de plus en plus de gens qui disent pourquoi on peut pas écouter Raw et SmackDown en streaming. Ben, c'est parce que leur contrat télé faramineux empêche une espèce de compétition. Et je pense qu'en adoptant cette stratégie-là, ils sont en train de s'aliéner du monde, en train de s'aliéner des nouvelles générations. Et je pense qu'il faudrait que la AEW profite un peu de ce champ libre. Donc, disons,
une émission hebdomadaire de lutte, mais qui pourrait être consommée sur Internet. Je pense que ça serait un excellent plan d'affaires pour eux qui leur permettrait de se distinguer. Ben, j'adorerais qu'ils fassent cette prise de position-là. Le problème, c'est que ça ne sera jamais sur une plateforme gratuite. Donc, il va toujours avoir un mur payant, peu importe où ce que tu es. Donc, tu vas toujours soulever le problème de pourquoi je peux pas le regarder si je m'abonne pas à Hulu Plus ou whatever. Puis ça, les gens vont toujours... Tu sais, les gens veulent pas payer pour du contenu, puis le câble te donnait cette impression-là que c'est gratuit, alors que tu es abonné au câble. Là, tu payes physiquement pour ton câble. Et tu peux pas dire non à l'argent de la télé. Tu sais, même si c'est un médium qui meurt un peu ou qui est dans une grosse transition, c'est quand même un revenu faramineux de publicité. Le système est construit pour ça. T'en as besoin pour être un joueur majeur. C'est ça. Mais oui, le statement qui serait fou, c'est All Elite arrive... pas Netflix, mais mettons que Turner aurait un partenariat avec celui de Disney ou celui d'ESPN ou whatever. Il dit OK, c'est un exclusive pour ESPN Plus. Si tu t'abonnes 5$ par mois, tu as accès au Weekly ou DAZN. DAZN qui fait une grosse montée dans le monde des sports de combat et tout ça. Ça serait un gros statement, à mon avis. Netflix même, directement. Ouais, mais ça, Netflix, c'est qu'ils n'ont pas de partenaire avec un broadcaster. Ce qui arrive, c'est que la famille Khan est proche de Turner, qui est proche de Time Warner. Fait que, ils sont plus dans ce créneau-là. C'est ça, c'est Disney, c'est les chaînes de télé. Donc, je pense pas qu'ils vont sortir de leur réseau de diffusion habituel, mais le statement serait vraiment intéressant de juste faire « Hey, sais-tu quoi? On est subscription-based sur le web, puis il n'y a pas d'affaire de câble. » J'y crois pas tant que ça. Donc, on a glissé un mot pour le Money in the Bank. J'ai nommé les 4 participants. Raw, Orton, Ali, Andrade, Finn complète tout ça du côté de SmackDown. Du côté de SmackDown, c'est plus intéressant. Moi, c'est plus les participants de Raw qui me décevaient. D'avoir Braun Strowman qui revient, il s'est senti obligé de sortir la petite ligne de marde de Monster in the Bank. Là. Come on, là. On pensait en avoir fait notre deuil. Baron Corbin aussi qui était encore là. Je comprends à la limite d'avoir Baron Corbin parce que c'est comme le heel le plus en vue à Raw. Cela dit, on dirait que... Oui, Sami Zayn, il me semble qu'il y aurait eu sa place là. Sami Zayn, il y a une promo cette semaine qui... Il est bon dans ce qu'il fait, mais il fait du surplace aussi présentement. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est intéressant, toute la gimmick de Sami puis tout ce qu'il nous dit. Mais en même temps, quand un de tes personnages, à toutes les semaines... tu m'offres un produit de merde à toutes les semaines, puis un de tes personnages qui prend 10 minutes pour me dire que tout ça est de ma faute, puis que c'est moi le problème, puis c'est comme... J'ai aucun problème avec la gimmick, c'est juste c'est la situation, c'est le contexte que je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Il faudrait qu'il l'explore un petit peu. Il faudrait qu'il l'élargisse parce que là, tout ce qu'il fait, c'est il blâme les spectateurs pour le produit, mais non, c'est de votre faute si c'est plate à la TV. Donc, comme Frank dit, c'est comme tu veux pas vraiment dire aux gens que c'est mauvais. Tu veux pas mettre cette idée-là dans leur tête. Mais c'est un peu ça. Il tape sur le clou pas mal. Puis Braun, c'est pas compliqué. C'est rendu Kane. C'est le monstre comique. Ouch. Qui tu sais, Kane était dans toutes les Money in the Bank, je pense, là, des premières éditions. Là, mais regardez les 5-6 premiers. Il est à peu près tout le temps là comme grosse menace qu'il faut se mettre à 4 dessus pour le tasser. Là. Braun, c'est rendu ça. Tu le mets dans des Rumbles, tu le mets dans le Money in the Bank. C'est vrai, c'est tough, mais c'est vrai. Mais semble-t-il qu'il est en train de payer un petit peu pour la Battle Royale dans le pre-show de WrestleMania, qui aurait comme oublié 2-3 de ses spots importants. Puis là, ça a fait en sorte que ça roulait carré. Et là, il est un peu en pénitence. Ça fait 2 ans qu'il est en pénitence. Fait qu'à un moment donné, ça a pu te faire. Il y a pire pénitence, là, mais Braun, c'est fini. Là. Mais tout ça, c'est une chose, là. Mais là, du côté des femmes, Natalya, Naomi, Dana, Alexa, Carmella, Amber, Mandy, Bayley. Ça va être ça, hein? Ben, moi, je trouve ça quand même pas si mal. Je pense que Mandy Rose, c'est celle qui a l'avantage dans ça. Sinon, Bayley. Parenthèse sur Bayley, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais aussi bien paru, par contre, à la WWE, là, si on exclut NXT, que dans les 2 dernières semaines. Depuis qu'elle est rendue à SmackDown. C'est ça. Puis elle a retrouvé un mean streak qu'elle a pratiquement jamais eu. Et plus crédible. Justement, je trouve que qu'est-ce qui a toujours été le problème de Bayley dans le main roster, c'est qu'elle avait pas l'air de faire mal. Ce qui, quand t'es lutteuse
plus problématique parce que c'est comme la base de ta définition de tâche. Tandis que là, ben, on a l'impression qu'elle représente véritablement une menace. Puis peut-être que le fait qu'elle avait pour la première fois un match contre Becky Lynch, c'était quelque chose de frais, pour de vrai. Je veux dire, on est tellement habitué de voir toujours les mêmes matchs. Là, on a des nouveaux match-ups. Donc là, on profite pendant quelques semaines encore des nouveautés du shake-up. Oui, sauf que là, je trouve que le problème qu'on a dans la division féminine, c'est que quand tu fais juste builder le top, le reste n'est pas intéressant et pas crédible. Puis de ces, pas crédible, mais de ces 8 filles-là, il n'y en a pas une que si elle se pointe à Double or Nothing, c'est comme groundbreaking, la game vient de changer. C'est Bayley un peu parce qu'elle a eu un buzz. Parce qu'elle a eu un buzz, un run NXT, mais sinon... non, pas les autres. Il y a de l'avenir. Mandy Ruby Rose, Riott. sûrement. Ruby. Les workers sont pas là. Moi, je suis content que Ashka n'est pas là. Je suis content que tu essaies de construire Mandy Rose. Il y a quelque chose qu'il aime dans ce qu'elle fait. À la limite, Alexa Bliss, on l'aimait, mais dans ces combats-là, elle shine un petit peu moins. Ouais, ça manque de jus. Tu fais monter la Pirate Princess, tu l'impliques pas dans un combat où elle aurait un spot de fou puis elle lèverait ton spectacle d'une coche. Bon, l'expérience de Dana Brooke. Ça, non. Là. À part qu'elle fait des roulades. C'est à cause de Montréal. C'est avant Raw dans le pre-show quand il enregistrait Main Event. Je sais pas, la foule était contente de voir de la lutte. Fait que Dana Brooke a jamais eu des aussi bonnes réactions qu'à Montréal. Fait que là, peut-être que derrière, ils se disent « Oh, on va la pousser. » Mais non, c'est ça. C'est Ruby Riott qui devrait être à cette place-là. Tu parlais d'Alexa Bliss. Hey, come on, là, une histoire de match que ses lacets de souliers sont détachés. Là. Come the fuck on. Revenu là. C'est là que j'ai arrêté. Je me sentais insulté. Le seul point positif de tout ça, c'est qu'ils nous ont montré qu'un champion peut gagner un match pas pour le championnat. Becky est capable de faire ça. Tous les autres champions de la compagnie perdent les non-title matchs des shows de télé, sauf Becky. Je suis comme, silver lining. Ça se peut encore un champion qui gagne ses combats. Parlons-en de Becky, justement, parce que là, la rivalité avec Lacey Evans, moi, je trouve ça honnête, je trouve ça efficace. Je vais leur donner ce qu'ils méritent. Tout le monde n'était pas sûr que c'était nécessairement une bonne idée que la première aspirante à Raw pour Becky soit Lacey Evans, mais les deux font un bon travail. Moi, je commence à être investi dans la rivalité. La question que je vous pose, par exemple, c'est quand là, Becky Lynch, qui est domaine, qui dit à... Comment qu'il l'appelle? De Lady, je pense. First Lady. En tout cas, à Lacey Evans, qui représente la féminité, tandis qu'elle représente la masculinité. Puis là, il dit, va me faire un sandwich. Est-ce qu'on veut vraiment... Est-ce que c'est une bonne idée d'aller jouer dans ces lignes-là avec Domaine, Becky Lynch? Elle avait commencé ça la semaine passée aussi en faisant un call pendant que Lacey Evans était en arrière en train de faire je sais pas quoi pour faire avancer sa carrière. Il y avait une espèce de sous-entendu de faveur sexuelle. Là, j'étais comme, pourquoi tu vas là, Becky? Puis là, l'histoire de sandwich, on continue de creuser ce chemin-là, puis c'est une mauvaise idée. Effectivement, là, je trouve que ça vient gâcher la sympathie qu'on pourrait avoir pour le personnage de Becky Lynch, qui pourtant est une sympathie plus grosse que celle qu'on a connue dans les dernières années. Le but, ça continue d'essayer de tenter de la faire avoir l'air le plus badass possible, mais est-ce qu'on a besoin de jouer dans ces cordes-là? Elle n'est pas imperméable aussi aux mauvaises décisions. Là. Oui, c'est encore hot, Becky, mais tu sais, dans le temps de Stone Cold, on en oublie, là. C'était pas tous ces liners qui étaient incroyablement raffinés puis tout ça. Fait que c'est juste qu'on en enlève. Puis dans le flow il y a 52 Raw dans l'année, il y en a peut-être 3-4 que Stone Cold avait l'air un peu cabochon avec son 4 roues puis sa casquette. Becky, là, c'était peut-être ça. Cette semaine, c'était pas ta meilleure. La semaine prochaine, fais d'autres choses. Mais c'est juste cette ligne-là, parce que le reste, le Brown, tout ça, ça fonctionne. Puis les Lacey Evans a du potentiel. Bon, c'est sûr que c'est plate qu'encore une fois, on décide de pousser le look puis le work rate en ordre d'importance. C'est clairement le look passe en avant. Et la preuve de tout ça, son work rate est honnête sans être... Et meilleur que ce quoi je m'attendais, en fait, le work rate. Mais Lacey Evans est une athlète folle. C'est ce qui C'est vraiment une athlète, mais là, on dirait que, comme Frank dit, ils mettent de l'avant le look plus vintage, pin-up un peu. Nikki Cross devrait être une plus grosse vedette que Lacey Evans. C'est juste qu'on donne pas... Elle est où, elle? Encore là, c'est ça. On ne sait même pas à quel brand elle est. On ne sait pas parce que là, il y a des grosses rumeurs que Killian Dane va être renvoyé à la NXT. J'ai vu que c'était confirmé. Même. Si c'est confirmé, voilà. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec Nikki? On ne sait pas. C'est ça. Puis s'il va à NXT, il est complètement séparé. Fait que là, il faut le repackager. Fait que là, on va éloigner Nikki Cross de tout ce qui est Sanity un peu. Elle va sûrement juste garder le personnage unhinged. Mais où?
On l'a pas vu à Raw, on l'a pas vu à SmackDown, on l'a pas vu dans les vidéos. C'est dommage parce qu'elle avait eu un bon début quand même. Ça avait été bien introduite. T'as un personnage unique un peu. Je dis pas de la mettre championne féminine, mais au moins, donne une petite place comme. Elle détonne, elle a son fanbase, faites de quoi avec, parce que là, ça se tangue pas mal. Parenthèse NXT, justement, pendant qu'on est là, il y a eu des tapings cette semaine. Ouais. On a eu droit, entre autres, au début de Kushida. Ça, c'était même à la télé d'ailleurs. C'était à la télé hier. Ah, c'est déjà à la télé, ça. Il prépare sa première rivalité pour le premier takeover, mais il a battu Cachosono hier, c'est ça? C'est ça. Puis là, on a nos amis de 3.0 qui ont apparu aussi dans ces tapings-là. Team Donc, c'est intéressant. 3.0, Scott Parker, puis l'ancien Big Magic qu'on a vu à Montréal, qui est en forme. Je pense que Big Magic, ça fait 3 mois qu'il fait du bench press puis des abdos au gym. Ils prennent ça au sérieux, donc ils vont faire leur début d'ici quelques semaines à la NXT. Le combat est enregistré. On va vous épargner les spoilers et tout ça, là, ça se trouve, mais gardez-vous la petite surprise. Ils ont un beau combat par équipe, puis ils vont être présentés comme étant Team 3.0. Donc on change pas le nom, on garde l'identité. Leur look, ça ressemble beaucoup au look de Big Magic, là, avec les pantalons 2 tons, un côté zébré et un côté uni. Donc ils gardent, probablement que les personnages vont être sensiblement identiques à ce qu'on connaissait là, de Parker puis Magic quand ils sont ensemble. Gardes-tu le nom Big Magic? On le sait-tu? Il avait déjà lutté sous le nom de quelque chose Ocean, là, à 205. Ouais, mais dans Team 3.0, il me semble qu'il y a un autre nom que Big Magic. C'est Jagged Scott Parker, mais je suis pas sûr à 100% que c'est Big Magic, l'acronyme. On revient du côté de Raw. C'était la deuxième partie du Firefly Funhouse de Bray Wyatt. On continue de planter des graines, comme Mathieu aime si souvent le dire. Pas juste moi qui dis Mathieu ça. plante des graines. Ouais, particulièrement toi. Tu le dis plus souvent que ça. Ces temps-ci, c'est dadon parce qu'on commence à comme préparer les potagers dans les cours. Donc, c'est le temps de planter des graines. OK. Potager. Puis là, vous pouvez parler du segment maintenant. Hey, ça, c'était bon. Ouais, c'est ça. C'est un des rares moments de lumière dans Raw et SmackDown. K-Fame News, le site qui font des comme fausses nouvelles de lutte, là, c'est très humoristique. Ils ont fait le headline cette semaine, c'était le Bray Wyatt Funhouse est venu avec 2h57 de feller après, là, étant le reste de Raw. Et c'est pas faux, parce que c'est vraiment le meilleur moment de Raw. Le word of the day, sociopathe, c'était magnifique. Hein, on appelle sociopathe. Honnêtement, là, ils nous ont pas tant donné plus de pistes que ça d'où ce qui s'en allait, sauf qu'ils plongent un pas de plus vraiment dans l'émission pour enfants. Très weird avec Abigail, la poupée fâchée. Là. Puis on assume qu'il va y avoir une continuité avec ce qu'on nous racontait de cela quelques années. Parce que la toile qui peignait, c'était sa maison telle qu'incendiée par Randy Orton. On référence son passé, puis ça va être intéressant de voir. Je vous pardonne, est-ce que vous me pardonnez? Puis en même temps, tout en étant un peu ça a l'air refoulé de force. Puis l'espèce de c'est quoi? C'était un lapin, un écureuil qui était avec, complètement weird. J'adore ça. S'ils peuvent faire ça encore une couple de semaines sans même le mettre dans le ring, là, j'y trouve vraiment bonne. La fillette, c'est Pee-wee Herman sur l'acide, puis déjà que Pee-wee était sur l'acide, là c'est comme, au lieu d'avoir des personnages sympathiques pour vrai, elle est creepy Abigail, puis elle se fâche, là, c'est comme, c'est inquiétant, donc à date c'est bon. S'il vous plaît, scrapez les doigts. On va se croiser les doigts. Daniel Bryan qui est près d'un retour apparemment. Semble-t-il dans le Wrestling Online Newsletter, semble-t-il qu'il serait même clairé pour un retour dans le ring, possiblement dès la semaine prochaine. Cela dit... Est-ce qu'on va attendre après Money in the Bank? Ou après l'Arabie Saoudite, parce qu'il me semble que les dernières fois que la WWE était allée en Arabie Saoudite, Daniel Bryan ne voulait rien savoir d'aller lutter à ce gala-là. Donc là, tu sais, tant qu'à y être, surtout dans la mesure où on a visiblement précipiter les choses pour faire en sorte que Kevin Owens redevienne méchant plus rapidement que ce qui était initialement prévu pour pallier à l'absence de Daniel Bryan. Si en plus tu ramènes Daniel Bryan dès la semaine prochaine, là ça donne encore plus l'impression que le turn de la semaine passée de Owens a été gaspillé. Donc moi, en fait, ce que je retiens de ça, c'est que c'est une bonne nouvelle. Tant mieux s'il est capable de se battre. Là, on craignait tous que c'était la commotion cérébrale de trop puis que là finalement ça soit fini pour de bon avec Daniel Bryan. S'il est prêt à revenir, tant mieux. Si ça prend encore un mois ou deux avant que ça soit le cas, ça me dérange pas. Ouais, pour pire, tu fais juste le remettre dans le circuit des house shows pour qu'ils gardent la forme, mais à la télé. Mais je pense que tu parlais un peu de l'Arabie. Je pense qu'ils vont le faire comme le dernier show où il n'y aura pas vraiment de build-up. Ils vont le faire
puis ça va être ça. Ouais, moi, je pense pas. Moi, je À pense la qu'on- télé, marge des là. histoires. Moi, je pense pas. Je pense qu'on va en entendre parler à la Déjà télé. que toutes les annonces, la date, ça a été fait sur le download. Parce que le Backlash a été annulé pour ce mois-là. Ça va être le seul événement Non, qui non, va... il a été remplacé par un Stomping autre. Ground va être à la fin du mois. Ah oui? Ah, Puis oui, il va y ça, avoir j'avais un pas. takeover quand même. Fait que, tu sais, ils ont bougé des choses, mais là, tu sais, toutes les annonces qui ont été faites par rapport à l'Arabie, ça n'a pas été fait à la télé. Non, là, c'est ça. Là, Donc- on a confirmé la date du 7 juin. Et là, ce qui est intéressant relativement, là, tout est relatif par rapport à ces shows-là en Arabie Saoudite, c'est que là, on fait la promotion en incluant l'Undertaker, Brock, Ça, c'était déjà prévu. Brock- J'aurais signé un nouveau contrat. Brock Lesnar, qui apparemment se retire de la UFC. Soyez pas surpris si on revoit Brock dans l'univers de la WWE de plus en plus. Et là, on annonce Goldberg en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. On est vraiment, tu sais, on a vraiment l'impression que c'est les princes d'Arabie qui sont les bookers de Ah ce oui, gala-là. absolument. Ils font des demandes spéciales puis ils donnent l'argent pour, fait qu'ils les ont. Là, je voyais ce matin que en plus, la WWE, tu sais, voyait possiblement Goldberg comme étant une des dernières grosses vedettes mainstream qui n'est pas attachée à eux d'un point de vue contractuel. Donc, ils avaient peur à la AEW, donc ils veulent s'assurer que Goldberg reste de leur côté. Donc, il y a visiblement plus qu'un élément qui sont derrière cette décision-là. Il y a d'autres rumeurs entourant Goldberg qui sont un peu inquiétantes. Je ne mettrais pas trop d'argent dessus, par exemple. Ça semble vraiment très embryonnaire. C'est que là, les codes d'écoute très basses, on en a parlé tantôt, ça commence à faire paniquer Fox. Parce que avec Fox va raison. hériter de SmackDown et ils se disent ouais, c'est quoi cette bombe-là qu'on va recevoir? Et semble-t-il qu'il y aurait eu des discussions pour que Goldberg gagne le championnat du monde pour rentrer à Fox en tant que champion. Ça semble. OK. Donc, tu ça va sais, aller. on peut le mentionner. Je pense pas que Kofi Kingston va aller perdre son titre en Arabie Saoudite contre Goldberg, mais il y aurait eu la discussion pour un Goldberg-Lesnar à Fox dans les premières histoires de SmackDown à Fox. Ils pensent que c'est ça que ça va prendre pour ramener plus de monde. Il y a vraiment une déconnexion quelque part. Ben, peut-être que Fox est disponible au Moyen-Orient, puis on le sait pas. Il y a peut-être de quoi là-dedans, puis le King... Suleiman, machin, j'oublie tout le temps son nom, là, peu importe. Là. Mais encore là, je veux dire, tout ça est relatif parce que c'est sûr que nous, dans notre position, on trouve que ça donne rien puis que c'est pas intéressant puis on préférerait mieux. Mais Brock puis Goldberg restent quand même dans le grand public des gens qui sont capables de faire bouger l'aiguille, contrairement à beaucoup d'autres gens présentement sur le roster. Puis j'avoue que cette semaine, quand je disais que j'ai pas été satisfait du produit de Raw et SmackDown, une des choses qui m'a frappé, c'est que je trouvais qu'il y avait personne dans le roster actuel qui avait l'aura d'une véritable vedette. T'sais, on a toujours voulu pousser pour que les lutteurs avec le meilleur work rate soient mis de l'avant, soit eux qui deviennent les champions. Mais là, c'est une question de scénarisation dans ça, on s'entend, mais malgré les moments de couronnement qu'on a à WrestleMania, j'ai pas l'impression que Rollins a une aura plus grande que nature. Kofi Kingston non plus. À SmackDown, on faisait juste, encore une fois, hey, c'était-tu un beau moment? Revoyons ces moments-là. L'espèce de segment d'ouverture de 10 minutes de reprise, j'étais comme, à quoi ça sert? Voyons ça fait donc. 3 semaines là, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça. Donc, dans cette perspective-là, c'est sûr que Lesnar, Goldberg, ça reste des noms plus grands que nature, mais je sais pas. Je suis content de pas avoir à prendre les décisions parce que j'ai l'impression qu'on est dans une impasse un peu. Es-tu en train de me dire que Randy Orton va gagner le Money in the Bank puis cash in avec un RKO out of nowhere que personne n'a vu sur Kofi? Peut-être. Moi, je suis Vince McMahon, 200 ans, c'est ce que j'écris. Tu sais, c'est moi. C'est toi. À suivre. À suivre. À suivre, on regardera pas le show en Arabie, fait qu'on le saura pas qu'est-ce qui va arriver. C'est ça. Situation, cette semaine, vous n'avez pas vu Lio Rush à la télé. Il y a des raisons à ça. Là. Apparemment, il est un peu dans l'eau chaude backstage pour quelques raisons, entre autres là, des petits crisettes de vedettes, des fois des entourages qui sont à des endroits qui n'ont pas d'affaires. Et là, on parle aussi de des choses qui sont arrivées dans la dernière tournée européenne où apparemment, il y a comme une loi non écrite backstage où la personne la plus junior sur le roster c'est comme fait des tâches un peu... traîner les bouteilles d'eau. C'est ça, traîner les bouteilles d'eau. Un peu servir les autres lutteurs parce que t'es le petit dernier rentré jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne cette place-là. C'est un milieu avec bien des traditions. Exactement. Ça. Lui, en entrevue avec les amis de Fightful, a répondu un peu à tout ça.
Puis c'est correct, il a le droit à sa vision des choses. Il dit comme moi, en tant qu'Afro-Américain, j'aime pas l'image. Parce que moi, je veux être une superstar. Je veux me comporter comme une superstar. J'aime pas ça, l'image de moi qui traîne des bouteilles d'eau aux gens, surtout en tant que lutteur afro-américain par rapport à des stars qui sont généralement très caucasiens. Il dément la plupart de ces rumeurs-là. Le fait est que souvent... c'est s'enfoncer dans les sables mouvants que de nier tout ça au lieu de faire ton mea culpa et d'essayer de rester dans les bonnes grâces. Son début de carrière aussi à la WWE était assez mal parti. Il a fait des commentaires un peu désobligeants sur Emma Lina ou Emma à ce moment-là. Puis là, il avait été en pénitence. Il avait à peine eu son début à NXT, puis il était déjà en pénitence pendant une couple de mois. Là, finalement, il venait d'être remis dans une situation où il était à l'avant-plan. Puis quand même, comme manager de Bobby Lashley, il faisait quand même un excellent travail. Là, moi, j'étais j'étais tout à fait enthousiaste par rapport à lui. Il serait de retour vers la route vers NXT. Ça a l'air aussi qu'il y a un beef avec un des hauts placés producteurs qui était à la ROH avant, puis qu'il l'aimait pas dans ce temps-là. Ouais, ça, c'est ce que lui dit. Lui, il blâme ça. Le gars a l'air doué pour se flatter le monde dans le mauvais sens du poil. C'est pas forcément non plus négatif. T'en as des personnages, des individus qui sont pas des gars de gang puis qui ont quand même eu des carrières. Là. Ça, on recule. Là, je fais pas une comparaison. Je fais juste dire que Shawn Michaels avait cette réputation-là pendant à peu près 10 ans là, en coulisses que c'était une prima donna. Il tapait ses nerfs à tout le monde. Il était sa brosse. Donc, tu sais, sans dire que Lio Rush va être le prochain Shawn Michaels, il y en a des gars que ça fit moins, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas diverti à l'écran puis qu'il n'y a pas une valeur de le garder dans l'organisation. Peut-être que leur ship NXT, justement, on l'oublie, là, c'était le manager de Bobby Lashley, mais Lio Rush, dans les poids légers, a un skills. Il est super athlétique. Il a quand même brillé les quelques fois c'est ça. Puis dans le temps de la PWG, Lio Rush donnait des solides shows, notamment contre Ricochet. C'est ça, j'ai vu les highlights de ce match-là. J'étais vraiment impressionné. Donc, peut-être juste que de le renvoyer à NXT puis d'avoir un angle de lutte au lieu d'un angle de mouthpiece pourrait lui faire du bien, justement, de nous le représenter. Je pense pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Il est encore bon, Lio Rush. J'ai jamais compris cette expression-là. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, j'avoue, moi non plus, j'ai toujours trouvé un peu... l'image est whack, mais c'est dans le fond, faut pas tuer ton bébé. Tu sais, je veux dire, je jette pas l'eau du bain. Je jette pas l'eau du bain, je fais couler le bain. Ouais, mais fait que là, en partant, ça marche pas. Le bébé, il passera pas dans le bain. Non, mais ça doit dater d'une époque où ton bain n'était pas relié à un système d'égout. Il fallait que tu vides l'eau du bain, genre tu flippes le bain, puis probablement que c'était ça. Il fallait que tu enlèves le bébé avant de vider le bain. C'est une expression de merde, puis arrête de la défendre. Hey, il y en a des bien pires que ça. Veux-tu t'en sorte des à SmackDown, nos champions par équipe ont les Hardy Boys. Là, moi, là, ils ont 100 ans combinés. Là, on s'entend là, que je préférais quand les gens, à la blague, les appelaient les Hardy Men là, quand ils ont fait leur retour. C'est bon. Mais tout ça pour dire que là, à cause des blessures, de la blessure à Jeff Hardy, on vacante. On abandonne les titres. Ouais. Et là, on vacante les titres pareil. Dans le Superstar Shake-Up, SmackDown a fait le plein de vedettes féminines. Je pense qu'on s'entend que dans la division féminine, SmackDown ont clairement une avance sur Raw, mais là, puisque les Hardy Men ne peuvent plus défendre leur ceinture, tu regardes les équipes actives présentement à SmackDown, tu as The B-Team, Heavy Machinery et Nakamura et Rusev. That's it. Les autres équipes, genre, t'as les colons, mais il y en a un qui est blessé. New Day Biggie est blessé. Cette division-là avec Biggie blessé puis Kofi, champion du monde. The Bar splitté. Là, t'avais Gallows et Anderson qui, cette semaine, ont été envoyés de l'autre côté. À la limite, c'est plate parce que ça aurait été un bon moment pour eux autres, justement, pour en profiter un petit peu. Donc là, c'est qui dans ces options-là qui mérite d'être champion? Je pense qu'ils vont peut-être refaire un transfuge quelconque. The Revival, qui est clairement un punching bag ambulant, vont peut-être se faire barouetter de l'autre bord pour justement continuer à se faire ridiculiser. Ouais, parce que c'est ça, la situation est particulière de Revival, parce que là, Jim Ross a parlé dans un podcast la semaine dernière que il y avait des mid-carders qui s'étaient fait offrir. C'est comme la WWE voulait tellement pas laisser les stars partir qui s'étaient fait que des gars de relativement bon niveau s'étaient fait offrir des montants assez faramineux. On parle de 500 000 par année, je pense, pour plusieurs années. Même pas paye, et là, la news est sortie que c'est les gars de The Revival qui n'ont pas accepté cette offre-là, ou en tout cas pas encore. Là, eux, on sait qu'ils attendent
éventuellement la fin des contrats, peut-être pour aller revirer de l'autre bord. Sauf que là, la WWE ont joué le jeu qu'ils avaient fait un peu justement avec Neville, c'est-à-dire de rajouter du temps à leur contrat en raison de blessures, ce qui est... en tout cas, whatever, tellement malhonnête. Ils ont le droit de le faire, mais c'est pas clean. Puis là, ben, on est les dindons de la farce là, du côté de Revival. Ouais, il reste encore une bonne année. C'est pas comme si ça achevait. Dindons de la farce non plus, je la comprends pas, cette expression-là, by the way. On fera une heure, on fera une émission spéciale du monde. Vous m'expliquer les... Ça s'explique bien. Si t'es le dindon de la farce, c'est parce que tu te fais rentrer fou, ça. OK. Bon, merci. Tu vois, il fallait peut-être juste me le... Merci. Voilà. Je voulais te faire le geste le petit push devant la caméra. Puis Luke Harper, je ne sais pas si c'est exactement la même situation, mais il y a des détails aussi qui sortaient par rapport à ce qui a mené au fait qu'il a demandé sa libération de contrat qui a été refusée. Semble-t-il que... Vince McMahon n'a pas digéré le fait qu'il n'est pas capable de faire un accent du sud des États-Unis. Puis là, quand il est revenu, il dit « Ah ouais, mais ce gars-là, il n'est pas capable de faire un accent du sud. » Ils l'ont envoyé à la dernière minute dans le Battle Royale. Puis finalement, Vince McMahon n'a pas été content de ce qu'il a fait. Mais tu sais, qui peut briller dans la Battle Royale au début de WrestleMania à part la personne qui gagne? Puis après ça, ils l'ont mis dans un match, genre dark match EC3 avec Drake Maverick, avec plein de spots de manager. Puis là, Vince McMahon n'a pas aimé le match. Dans sa tête, il l'a barré. Pourtant, c'est un bon worker. Puis lui, il est aussi en fin de carrière. Je pense qu'il a 39-40 ans à peu près. Ça commence à être dur pour lui de se trouver l'autre job. Donc, c'est très malheureux parce que je trouve que c'était quand même un bel atout. N'oublions pas, il y a peut-être 2 ans, il était dans la course vers le championnat. Puis il était over en babyface, Luke Harper. C'était quand même un beau moment, mais ça a duré 2 semaines. Son bref détachement de la Wyatt Family. On se disait, cool, un push. Nope. Les Bludgeon Brothers, mesdames, messieurs. Stéphane, en fait, ça mène un gros week-end de lutte au Québec, je pense. C'est pourquoi allô? C'est moi. Ah oui? Allô? Dis mon nom. Ben oui, c'est parce que je t'envoie la parole. Là, on appelle ça une transition. On appelle ça faire la radio là. Faut que je t'explique tous les codes. Ouais, mais sinon, explique-moi ça, le dindon de la farce. T'es aussi pire que Jeff Kelly. OK, je sais pas si je l'ai compté, cette anecdote-là. On fait une entrevue dans le cadre de la lutte RDS pour mettre sur la RDS.ca avec Emile, ah oui, c'est Mike Bailey. merci, avec Mike Bailey. Fait que Mike Bailey est dans le milieu, Stéphane est à gauche dans l'écran, puis Jeff Kelly est à droite. Puis c'était une mauvaise idée, on n'aurait pas dû se setter comme ça, parce que là, Mike et Jean-François se connaissent bien. Ça fait que là, tout le long de l'entrevue, Mike parle à Jeff Kelly comme ça, puis Stéphane a l'air d'un esti piqué à l'autre bout. Ça fait que là, dans leur oreille, pendant que Mike est en train de répondre, je dis aux 2 gars, prochaine question, c'est Stéphane qui la pose. Parle-y du Japon. Je voulais qu'on s'en aille vers ce sujet-là. Fait que là, Mike finit de répondre, puis là, Jean-François Kelly regarde la caméra, puis il dit « Alors, la prochaine question, c'est Stéphane qui va te la poser, et on va te parler du Japon. » Puis là, moi, j'étais dans la régie, puis je tapais sur mon bureau, puis j'étais comme « Non! Non, t'as pas fait ça! » Puis là, après ça, je parle à Kelly, puis je fais comme « Qu'est-ce que tu fais? » Puis j'étais comme « Ah non, mais c'était pour faire une transition. » Puis j'étais comme « Non! » C'est comme là, t'as lu dans ton texte de pièce de théâtre, là, t'as lu les didascalies qu'on appelle, les notes. Là, alors, le comédien rentre en scène. J'entre en scène et j'ai l'air triste. T'es rentré en disant « J'entre en scène et j'ai l'air triste. » J'étais tellement pas content. Pour les étudiants de cégep, c'est comme quand vous faites votre dissertation, vous écrivez « Mon idée principale est »,« Mon idée secondaire est ». Ne faites pas ça, vous allez perdre des points à l'épreuve uniforme de français. Ouais, mais tu les demandes, là, c'est dans les consignes, c'est pas une idée principale. Ah oui, mais il faut que ça soit clair en tant que tel, par le propos. Faut que ça soit plus fluide que ça. C'est une excellente note. Ça. Ouais. Soyez clairs, les jeunes. Pour ça, tu sais, aussi, tantôt, on parlait là, de la vidéo de John Moxley. Je me suis dit, je vais utiliser ça pour illustrer c'est quoi la métaphore. Parce que justement, la prison, au début, c'est une excellente métaphore visuelle. Mais quand même, enfin, fin de la parenthèse pédagogique. Fait qu'on va se réessayer, OK? Stéphane! Oui! Ça va? Oui! Moi, c'est François. C'est Stéphane. Enchanté. Je vais aller retrouver mes informations, ma minute culturelle, moi, pendant ce temps-là. Ah oui, grosse fin de semaine de lutte au Québec, ouais. Blague à part. Surtout dans la région de Montréal, là, si vous êtes dans le 5-1-4 en fin de semaine, vendredi, la descente du coude, un show au 99, yes. Gabo Gang Party. Sinon, samedi, la ROH débarque à la FLQ. Yes. Dalton Castle et Jay Lethal sont sur la carte. Grosse plus pointure. les gars de l'Ontario, le The Pillars, tous les titres vont être en jeu. Stu Grayson est impliqué dans un combat de championnat du monde. C'est peut-être une des dernières
première fois qu'on va le voir impliqué à temps plein parce qu'il s'en va du côté d'All Elite Wrestling. Les gars aussi des États-Unis de Buffalo, le Puff va être là. Ils ont eu un accident de char la dernière fois qu'ils sont venus cet hiver. Ah oui. 2 des 4 des Buffalo Boys se sont blessés gravement. Mais le Puff est un des 2 qui était en santé, revient à Montréal lutter. Donc, grosse carte de la FLQ. Puis dimanche, c'est Battle War au Fofone électrique avec une bataille royale. Et que je pense que tous les membres du roster font partie de la bataille royale. Puis, si vous êtes déjà allé à Battle War, c'est tout petit, dans cette petite place-là, ça va brasser. Ça va être un bordel. Honnêtement, là, ça va être une espèce de bordel. Si vous voulez vous faire subir dessus, c'est l'endroit. Ouais. C'est sûr que vous allez pouvoir avoir de la sueur de puis ils ont enlevé une rangée de chaises en plus. Fait que tout le monde est debout. C'est ridicule. Puis c'est comme t'es pogné, il fait chaud. Mais c'est le fun. C'est toujours le fun Battle War. Fait que moi, si vous êtes à Montréal, là, côté Lutte Québec, sinon, coup de chapeau. PCO a gagné le championnat par équipe de la NWA. Ils ont gagné la Crockett Cup avec Brody King. C'était la fin de semaine dernière. Ils faisaient un gros gala avec le championnat du monde. Marty Scurll a perdu, malheureusement, et tout ça. Mais ils ont gagné la Crockett Cup. Puis ça a été annoncé pendant la soirée que, hey, c'est pas juste un petit trophée. Vous êtes aussi Tag Team Champ de la NWA. Fait que là, PCO, en dedans de 2 mois, gagne 3 championnats par équipe différents. Dire que ça va bien serait un euphémisme pour PCO. C'est un nuage. On l'a eu en studio pour des entrevues. Il capote sa vie. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'ai pas réussi à mettre la main sur les combats, par exemple, à NWA. J'imagine qu'il va falloir que je paye un truc auquel je suis pas abonné à encore. Donc, mais ça a l'air que c'était vraiment un bon gala, là, la finale, la Crockett Cup. Donc, coup de chapeau, PCO. PCO, un gars tellement sympathique, tellement terre à terre, là, pour vrai, c'est... C'est le fun que ces choses-là lui arrivent présentement parce que dans 3 ans, il ne pourra plus. Là. C'est là. On ne sait pas, peut-être. On ne sait jamais avec lui. Je pense que son dos va lâcher éventuellement. Là. Puis nos buddies de la IWS aussi sont au salon du collectionneur de je sais plus quelle ville. À Saint-Jean. Saint-Jean. Fait que si vous êtes à Saint-Jean, cette semaine, allez faire un tour, toujours un bon show. Mathieu? Minute culturelle. Salut, moi c'est François. Enchanté. Comment ça va? Là, je vais te lancer la parole sur un sujet, OK? OK. Fait que Mathieu, minute culturelle. Ben oui, puis là, cette fois-ci, j'arrive préparé. C'est de même qu'on fait ça, Stéphane. On se plaignait justement à quelques reprises durant l'épisode d'aujourd'hui de la qualité de Raw et SmackDown. Si vous tenez à avoir votre dose de lutte lundi soir prochain, mais de la lutte littéraire, je vous encourage à aller du côté du Théâtre des Écuries. C'est comme proche du Métro-Fab. Il y a le festival du Jamais Lu, en fait, qui se met en branle au cours des prochains jours. Le Métro-Fab, c'est proche de rien, ceci dit. C'est proche de chez nous. C'est genre Papineau puis Jean Talon, à peu près. Le Festival du Jamais Lu, en fait, c'est un festival qui existe depuis quelques années déjà, puis c'est souvent un festival où les auteurs, surtout les auteurs de théâtre, vont présenter des versions... pas nécessairement embryonnaires, mais des versions work in progress de projets qui vont aboutir éventuellement avec une mise en scène qui est peut-être un petit peu plus, disons, rudimentaire, mais les quelques fois où j'ai assisté à des spectacles là-bas, j'ai toujours été très, très, très impressionné par ce que j'ai vu. Puis là, un de mes amis qui se tient vraiment au courant de la programmation m'a dit « Hey Mathieu, il y a un show de lutte cette année. Le spectacle s'appelle Champion. L'auteur, c'est Maxime Champagne. C'est pas un auteur que je connais particulièrement, mais quand j'ai lu la description, ça a vraiment piqué ma curiosité. C'est dans une espèce de nouvelle mouvance qui s'appelle le théâtre documentaire. C'est comme à la mode. Tu sais, mettons, vous avez surtout probablement bien entendu parler de J'aime Hydro. C'est comme un des gros shows des 2-3 dernières années. C'est du théâtre documentaire. C'est un théâtre qui repose sur des véritables enquêtes faites par l'auteur. Et lui, ce gars-là, a réalisé que son voisin, c'était un champion de lutte dans Hochelaga Maisonneuve. Puis lui-même, c'est un fan de lutte. Et il a décidé de commencer à faire une tournée d'entrevues, notamment avec Pat Laprade, quelqu'un va interpréter, je pense, Pat Laprade dans ce show-là. J'ai hâte de voir quelle forme ça va avoir, mais il va avoir Benjamin Toul puis Marc-André Boulanger, donc Frankie the Mobster, qui va être dans ce show-là. Donc, je peux pas en dire plus parce qu'on n'a pas accès à bien d'informations, mais moi, c'est clair que ma curiosité est piquée, c'est $15. Donc, le show le personnage de Pat Laprade, il faut absolument qu'il compte la foule. Pendant le spectacle, sinon, ils ont manqué le personnage. Tu sais, c'est le fun que tu en parles parce que Maxime m'a écrit un message cette semaine sur Facebook. Il dit qu'il écoutait l'émission. C'est vrai? Puis il me dit hey, viens voir ça. Puis j'ai dit moi, je peux pas le lundi. Faut que j'en parle aux boys. Ben, moi, j'ai acheté mes 2 billets. Champion oublié de vous en parler. Donc voilà, Maxime me fait dire de passer le message. Ben, écoute, il m'a fait un long message, m'a présenté sa pièce. Puis c'est ça, quelqu'un va jouer Kelly, puis quelqu'un va jouer la Prade. Puis ça va être weird. Puis il reste pas beaucoup de billets. Il reste une vingtaine de billets qu'il m'a dit cette semaine. Donc si vous voulez y aller, c'est abordable. C'est en personne seulement. Il nous avait invité chaudement à y aller. Moi, je pouvais pas y aller, mais je vous fais le message, les boys. J'y serai.
T'es un peu tard. Hey, Mieux vaut tard que jamais. À chaque fois que je te parle, ça me fait apprécier ton professionnalisme. Écoute, C'est pas tout le monde qui a ça dans l'équipe, clairement. Je te rappellerai que ça fait comme 2-3 fois qu'on arrive à la fin de l'émission et je fais « Ah shit, c'est une nouvelle culturelle, j'avais oublié. » Mais à chaque fois que ça te surprend, moi, ça me fait rire. J'étais comme... Je fais ça depuis au-dessus d'un an. On t'envoie la parole à la fin du show puis t'es comme « J'ai rien à dire. » J'étais comme « ça mais là, je m'en suis souvenu. T'as pas de recette pour moi, Ricardo? Voyons que c'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Belle analogie. Bon, ben messieurs, on a fait le tour. Là, avant que je continue à vous donner plus de détails sur comment Stéphane n'est pas professionnel, on va mettre la fin maintenant. Moi, je sens bon. On va avoir un gros meeting. C'est vrai qu'il sent bon. Je suis pas professionnel, mais je sens bon. Vous seriez surpris de la quantité de beaux petits produits qu'il y a dans sa douche. C'est bon. Tu vas fouiller dans sa douche? Tu rentres dans sa salle de bain et tu te dis, clairement, il y a comme 4 filles qui vivent ici. Puis c'est comme, non, c'est juste les petites crèmes de face à Stéphane. C'est ça. Merci à tout le monde d'avoir été là encore cette semaine. Puis on va être là la semaine prochaine, même heure, même poste. Toodaloo. Ciao. Adios.